Je suis ambassadeur de France en Italie et je suis très heureux d'être avec les acteurs de Radio Zena Flamme et je salue véritablement votre initiative. C'est vraiment tout à fait remarquable et illustre tout à fait l'énergie que je connais de la communauté française et j'allais dire italo-française à Gênes. Je suis venu plusieurs fois à Gênes et donc je tenais absolument à m'y rendre à nouveau dans cette période particulière qui est marquée à la fois par la poursuite de l'épidémie et notamment avec ce qui ressemble à une deuxième vague et puis aussi dans ce moment de relance de l'Europe puisque vous savez que à la suite d'un accord intervenu entre tous les pays de l'Union européenne, nous sommes à la veille du lancement par tous les pays européens de plans de relance et de résilience. Et donc je suis venu à Gênes, qui a toujours été une grande capitale en Italie, qui est un des premiers ports européens et méditerranéens, qui est aussi bien sûr une ville proche de la France, avec une histoire très longue avec la France. Je suis venu parler situation sanitaire, c'est-à-dire voir comment nous vivons et comment nous qui sommes interdépendants, nous devons nous coordonner en la matière. Deuxièmement, également, bien sûr, manifester notre solidarité avec le peuple de Ligurie dans les épreuves que nous avons eues récemment avec les intempéries et les tempêtes qui ont vraiment ravagé des vallées entières qui étaient à cheval sur la France et sur l'Italie, justement dans cette région Ligurie et aux confins avec les Alpes-Maritimes. Et puis après, parler coopération économique. Je l'ai fait avec le président de la région, Monsieur Totti, avec le maire, Monsieur Bucci. Je l'ai fait également avec le président du port de Gênes pour voir comment nous pouvons travailler entre Gênes, Marseille, entre entreprises françaises implantées en Ligurie et entreprises qui sont de Gênes qui sont implantées en France. Comment nous pouvons faire pour coordonner en quelque sorte la relance que nous menons de chaque côté de la frontière pour que celle-ci soit la plus efficace possible, apporte le maximum à la fois d'emploi, de perspectives pour les jeunes et d'espérance. Alors, je dois dire que d'abord, avant de parler d'un parcours, il s'agit de parler d'une vocation, parce que être ambassadeur, c'est le poste qu'on atteint, disons, à la fin d'une ce qu'on appelle une carrière diplomatique. Et j'ai eu très tôt, dès l'adolescence, quand j'avais votre âge, euh, la vocation, une sorte de voix qui me disait tu dois faire de l'international. Et je voulais aussi travailler sur des questions d'intérêt général. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers la fonction publique. Et pourtant, rien ne me destinait particulièrement à le faire, parce que je n'avais personne dans ma famille qui avait été dans la fonction publique. Je venais en plus d'un tout petit village, mais c'est peut-être dans la Drôme, mais c'est peut-être justement ce qui a éveillé mon goût de parcourir le monde, et je crois que ça a joué beaucoup, justement, de venir d'un petit village, et en plus j'avais fait des études qui n'étaient pas des études portant à la fonction publique, puisque j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Et après, j'ai cette vocation ou cet appel, si vous voulez, intérieur s'est fait de plus en plus fort, et donc après notamment un stage que j'avais effectué à l'ambassade de France en Argentine, au service économique de l'ambassade de France en Argentine, j'ai décidé de préparer l'ENA, donc j'ai fait les Sciences Po, et puis ensuite à Paris, et puis ensuite j'ai fait l'ENA. Et là, à la sortie de l'ENA, vous savez, il y a un classement, et j'ai choisi le Quai d'Orsay. Voilà. Et donc j'ai réalisé mon rêve d'enfant, ou d'adolescent plutôt.
C'est la découverte, la curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux et donc bien sûr un parcours, une carrière, un métier qui vous conduit à voir beaucoup de pays, à voir beaucoup de sujets, qui sont les sujets politiques, des sujets économiques, des sujets culturels, aussi de parler de changement climatique, de parler aussi de santé, de parler de problèmes de faim dans le monde. Tout ça donc satisfaisait ma curiosité. Plus profondément, je crois que c'était mon souci de vivre plusieurs vies en une seule. Et c'est un peu ce qui me plaît dans ce métier, c'est que à chaque fois que vous allez dans un autre pays, eh bien, quand vous y êtes, c'est comme si vous y alliez y vivre toute votre vie, parce qu'il faut vraiment il faut pas s'économiser, il faut faire les choses à fond. Et donc ça donne euh, la possibilité donc d'être dans un environnement totalement différent, de voir de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouveaux problèmes auxquels vous n'aviez absolument pas pensé. Et aussi, ça vous oblige à réfléchir sur vous-même et aussi sur votre pays. C'est-à-dire que des choses qui vous paraissent évidentes, après, vous paraissent pas aussi évidentes. Donc voilà, donc c'est une sorte de défi perpétuel, si vous voulez. C'est ça qui me motive dans ce métier et le fait de faire beaucoup de rencontres. Moi, je dois dire que j'ai un amour particulier pour l'Italie parce que c'est un pays que j'ai découvert tard, après le bac, donc tard, mais qui tout de suite m'a énormément plu et j'y suis venu à travers le cinéma italien parce que j'ai eu un choc quand j'ai vu les premiers films italiens, dans mon petit village. Là, j'allais dans une petite ville qui était à côté de mon petit village et j'ai découvert ces films, et après surtout quand je suis monté à Paris pour mes études supérieures, c'est là où j'ai vraiment eu accès à beaucoup de films italiens, et ça a été vraiment un choc. Et donc je me suis dit, si un pays dont j'aime autant le cinéma, c'est un pays que je dois découvrir. Et donc j'ai eu l'occasion de faire plusieurs séjours en Italie, et donc j'adore l'Italie, et je dois dire toute l'Italie. C'est-à-dire parce que c'est ça qui est merveilleux dans ce pays, c'est que tout est beau du nord au sud, et que partout il y a des villes, des villages, des choses absolument extraordinaires. Sinon, j'ai fait beaucoup dans mon parcours j'ai beaucoup travaillé sur l'Europe. Je suis resté au total 8 ans en différents séjours à Bruxelles, auprès des institutions européennes. Donc je suis vraiment beaucoup, et aussi à Paris. J'ai notamment été le conseiller pour les affaires européennes du ministre des Affaires étrangères. Enfin, j'ai occupé beaucoup de fonctions européennes, et je crois beaucoup à la construction européenne, à l'aventure européenne. Et je veux dire que ça, c'est quelque chose qui me motive énormément. Sinon, le moment où ça a été, c'est-à-dire le plus fort, le plus intense, c'est peut-être aussi parce que c'était un de mes tout premiers postes et que j'étais très jeune à des responsabilités élevées, parce que j'étais à 34 ans, j'étais numéro 2 de notre ambassade en Afrique du Sud. C'est précisément ce pays, l'Afrique du Sud, parce que j'y suis allé au moment où tout a changé. C'est-à-dire, je suis arrivé en Afrique du Sud peu après la libération de Nelson Mandela, et je suis parti après son investiture comme président de la République sud-africaine, d'Afrique du Sud. Et ça a été une période naturellement énorme de voir vraiment la fin totale, le transfert de pouvoir, si vous voulez, du pouvoir de l'apartheid à cette nouvelle Afrique du Sud, de voir cette nation arc-en-ciel comme le pays se voit lui-même. C'était un moment extraordinaire, et j'ai eu l'occasion, je vous parlais des rencontres, de parler à Nelson Mandela, à des personnalités comme Desmond Tutu, enfin vraiment des grandes personnes qui avaient été les grands artisans de cette transition démocratique en Afrique du Sud. Pas beaucoup en fait. Je parle l'italien, je parle l'anglais, je parle l'espagnol, et j'ai appris du japonais parce que j'étais ambassadeur au Japon. Mais je dois dire que le, le peu de japonais que j'ai appris maintenant malheureusement est un peu derrière moi. Voilà, parce que j'ai pas eu l'occasion de le pratiquer. Et c'est une langue assez difficile, mais c'est une très belle langue. Les plus beaux moments, je vous,
ce sont comme des flashs en quelque sorte. Lorsque parce que mon premier poste a été à Londres, et j'ai eu la chance d'être l'officier de liaison du Premier ministre britannique de l'époque, Margaret Thatcher. Ça nous renvoie à des temps lointains, hein, je suis désolé. J'ai été son officier de liaison pour le sommet du G7 à Paris. Et c'était des très grands moments, parce que c'était au moment du bicentenaire de la Révolution française, et il y avait des grandes manifestations. C'était vraiment un moment très très fort. En Afrique du Sud, donc autre poste, donc comme je vous l'ai dit, est très important pour moi. Ça a été l'investiture du président Mandela, donc à Pretoria, au pied du palais présidentiel. C'était un moment extrêmement fort. Et aussi, avant, c'était le moment des élections, où on voyait le pays transformé et libéré en quelque sorte de toute cette lutte qui s'était produite. Il y a eu 3 jours d'élections et le pays était dans une sorte d'état de grâce. Et c'était absolument extraordinaire. Et ce pays, qui est un pays malheureusement où la violence sévit beaucoup, eh bien, pendant ces 3 jours, il y a eu pratiquement aucune violence. C'est vraiment un moment de grâce, un moment d'apesanteur. Ça, c'est quelque chose qui me marquera toujours. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est toutes ces négociations européennes à l'issue desquelles donc on a trouvé des accords donc qui faisaient progresser l'Europe. Ça, c'est toujours des moments très très forts. Et j'ai eu la chance aussi de m'occuper de tout ce qui est ce qu'on appelle les défis globaux ou les biens communs. Et là, je suis très heureux de moments très forts où on avait vraiment l'impression de faire progresser la planète sur des sujets très importants. Et notamment, j'étais là lors des accords de Paris en 2015. Et qui était vraiment tout à fait ça a été un moment fondamental, je veux dire fondateur dans ce qu'on appelle la gouvernance globale, c'est-à-dire l'idée que, et c'est très important qu'on ait ça en tête, que alors un moment où actuellement on a la fragmentation du monde, où on redécouvre les frontières, où il y a à nouveau ce jeu de puissance qui se développe, qu'en réalité tous les défis que nous devons affronter, ce sont des défis collectifs. Le climat, la santé, le coronavirus est un exemple, la faim dans le monde, et que on ne peut résoudre ces défis collectifs que en agissant de façon collective. D'où l'importance d'arriver à créer un consensus au niveau mondial pour travailler tous ensemble pour affronter ces défis. Et le meilleur exemple, ça a été l'accord de Paris, et j'étais très fier d'être présent lorsque cet accord de Paris a été scellé. Les plus difficiles, là je reviendrai, sont en fait les négociations. Je me souviens notamment d'une négociation qui était très difficile, qui était celle de Copenhague, sur le climat justement. Ça devait être en 2009 ou 2010, j'ai plus la date exactement en tête, où pendant plus de 3 jours, la communauté internationale, et là il y avait vraiment tous les grands chefs d'État et de gouvernement, il y avait le président Obama, il y avait le président Sarkozy, Angela Merkel, enfin il y avait tous les grands Lula du Brésil, etc. Et on n'est pas arrivé à se mettre d'accord, et ça a été un moment extrêmement difficile. Ça a été un moment extrêmement difficile, et ça a été un moment où vraiment l'impression que la planète, si vous voulez, faisait un pas en arrière. Heureusement, on a pu récupérer cela à Paris quelques années après, mais donc ça, c'est un moment difficile. Moi, justement, pour revenir sur Gênes, sur une note plus douloureuse, c'est bien sûr, ça me renvoie au pont Morandi, et notamment, je suis venu ici juste après l'effondrement du pont, notamment lors de la grande cérémonie, et pour être auprès des familles. Et parmi ces moments difficiles, c'était pas la première fois que ça m'arrivait, et ça fait partie du travail justement de nous diplomates, c'est d'être là en assistance aux Français quand ils sont en difficulté, ou aux familles quand il y a des drames. Et ça, je dois vous dire qu'à chaque fois, c'est un moment particulièrement émouvant, fort et dur. Hein. Humainement, c'est vraiment très très dur.
Mais pour revenir, donc j'ai vu aussi Gênes, dans ces moments de tristesse et de douleur, mais aussi j'ai senti, et ça m'a beaucoup impressionné, cette capacité de la ville à se redresser et avoir réalisé comme cela le pont San Giorgio en 2 ans est vraiment une prouesse absolument extraordinaire. Et moi j'adore cette ville. Je regrette d'ailleurs qu'elle ne soit pas autant connue, aussi connue, parce que c'est une des plus belles villes d'Europe et j'allais dire du monde. Quand on voit la richesse artistique, patrimoniale qui existe dans cette ville, en plus qui est dans un écrin, parce que cette côte Ligure est l'une des plus belles de la Méditerranée. Donc je trouve que c'est une ville qui mériterait d'être davantage connue. Ce que j'aime dans cette ville, c'est à la fois bien sûr sa beauté, son patrimoine, mais c'est son caractère. C'est-à-dire que c'est une ville qui a une personnalité extrêmement trempée et on a l'impression que rien n'atteindra les Génois. Et on le voit en fait dans cette bataille permanente de la ville avec son site naturel, parce que c'est une ville qui doit toujours créer une nouvelle route, creuser un tunnel, dégager un espace pour pouvoir développer son activité. Et on a l'impression que c'est un combat permanent en fait de la ville contre la montagne en quelque sorte, et pour dégager le maximum de possibilités d'activité entre la montagne et la mer. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire, cette capacité de Gênes à chaque fois de lutter pour préparer les étapes d'après. Donc je trouve que c'est et cette résilience, cette énergie que l'on trouve à Gênes, je trouve que c'est tout à fait exceptionnel et que de ce point de vue-là, ce qui s'est après passé l'effondrement du pont Morandi est très emblématique. Pour l'instant, non. Pour l'instant, je suis très heureux d'être en Italie, même si là, j'entre dans ma 4e année, donc c'est-à-dire que voilà, il y aura une suite bientôt, je ne sais pas quand, dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Mais pour l'instant, donc, je m'applique complètement à mon travail en Italie. Il y a beaucoup de choses à faire, et en plus, nous sommes dans une situation qui est celle du coronavirus où on doit à la fois réfléchir à préparer l'avenir, mais aussi gérer un temps présent qui est fait beaucoup d'incertitudes. Et donc tout ça suffit amplement donc à m'occuper et à m'absorber. Assimiler des traditions, bon, on a toujours il y a des choses qui vous restent, comme par exemple prendre du thé vert japonais ou prendre du rooibos sud-africain, c'est une sorte de thé particulier qu'il y a en Afrique du Sud. De mes séjours en Italie, j'ai gardé l'amour de la cuisine italienne, donc je dois dire que je mangerai souvent j'adore aller dans les restaurants italiens et partout quand j'étais au Japon, notamment ambassadeur au Japon, j'allais très souvent dans les restaurants italiens, aussi français évidemment, mais aussi italien, voilà. Et puis aussi, si vous chez soi, dire chez vous, il y a des souvenirs, des traces justement de ces différents passages. Donc ça fait une sorte de synthèse. Oui. C'est une bonne question et c'est très difficile. Effectivement, c'est très absorbant et que après, souvent on se dit bon, on n'a pas assez pris de temps pour soi. Mais bon, voilà, c'est comme cela. Mais on peut. Euh, c'est un métier qui offre beaucoup de satisfaction parce que justement on peut faire beaucoup de choses, on peut vivre plusieurs vies, donc voilà, donc il mérite bien quelques sacrifices, mais c'est toujours difficile. Enfin, mais parfois on dit on aurait dû passer plus de temps avec ses enfants, ou même dans les voyages, faire plus de voyages privés que des voyages officiels ou des. Mais au total, non, c'est difficile, mais ça mérite tout à fait de faire ce métier. Oui.